Dans ma famille, personne n'a jamais dit le mot dépression. Pas parce qu'elle n'existe pas, parce que ce mot-là n'avait pas sa place. Cette vidéo parle de tous les mots qu'on n'a jamais eu le droit de prononcer. Tu connais ce moment, quelqu'un te demande comment tu vas. Tu ouvres la bouche et ce qui sort, c'est ça va, je suis juste fatiguée. Parce que dans ta famille, dans ta culture, dans ce qu'on t'a transmis, c'est la seule réponse qui ne brise rien. Cette vidéo, elle parle de ça. Elle parle de ce qui se cache derrière cette phrase, de ce que nos cultures portent et de ce qu'elles nous empêchent parfois de poser. Tonalité. Tonalité. Dans beaucoup de familles africaines, la souffrance intérieure existe, mais elle n'a pas toujours le droit d'avoir un nom. Elle a le droit d'être supportée, endurée, rangée, convertie en autre chose, en migraine, en je réfléchis trop, en c'est une période. Mais dire clairement je vais mal, surtout quand ça ne se voit pas, c'est un saut que très peu de gens autour de toi sont prêts à entendre. Et voilà le paradoxe, ces mêmes cultures sont capables d'une solidarité immense, d'une foi qui soulève d'un sens du collectif que beaucoup envient. Et pourtant, si peu d'espace pour une phrase simple, je suis en train de couler, j'ai besoin d'aide. C'est un système. La force dans ce système, ce n'est pas d'aller bien, c'est de ne pas arrêter la machine. Tu peux être en train de t'effondrer tant que tu te lèves, que tu travailles, que tu assures. On te dira parfois avec amour, ça va passer. Et le piège se referme. Si tu vas mal, mais que tu fonctionnes, tu n'es pas malade, tu es fatigué. Si tu t'arrêtes, tu deviens faible, ingrate ou instable. C'est un modèle de survie hérité de contextes où l'arrêt n'existe pas. Mais ce modèle a un prix. Il broie les souffrances qui ne crient pas. L'anxiété chronique, la dépression lente, l'épuisement qui s'installe dans le quotidien. Et ce prix, il n'est pas seulement intime. L'OMS estime qu'environ 75% des personnes ayant besoin de soins de santé mentale dans les pays à faible revenu n'y ont simplement pas accès. Ce n'est donc pas un tabou individuel, mais une faille collective. Mais alors, si ce système est si dur, pourquoi y tient tant? Parce qu'il protège aussi. Quand tu as un problème dans une famille africaine, tu n'es pas seul. Il y a la famille élargie, les voisins, la communauté, les cercles religieux. Cette présence est réelle. Elle attrape ceux qui tombent. L'isolement, ce poison lent qui aggrave tout, est plus rare dans ces structures. Sauf que cette protection a un revers. Dans le cadre où ton identité est liée à l'image du groupe, ta douleur n'est jamais totalement privée. Elle devient immédiatement sociale. Tu n'as pas seulement mal, tu représentes et l'émotion est tolérée à condition qu'elle ne déborde pas, qu'elle ne fasse pas honte, qu'elle ne déshonore pas. On confond stabilité et santé, maîtrise de soi et bien-être, silence et guérison. Le groupe te porte mais il te surveille aussi. Et sa règle tacite tient en 4 mots. Gère ça à l'intérieur. Et puis il y a la foi. La foi, dans beaucoup de sociétés, est un pilier. Elle donne du sens, elle structure, elle relie. Beaucoup de personnes tiennent grâce à elle. Et ce n'est pas rien. Mais quand la foi devient le seul prisme, quelque chose dérape. Une dépression devient un manque de gratitude. Une crise d'angoisse devient tu ne pries pas assez. Et la souffrance devient double. Non seulement tu as mal, mais tu te sens coupable d'avoir mal. Ce n'est pas prière ou thérapie, c'est quand la spiritualité sert à nier ce qui relève d'un trouble réel, connu et traitable, elle cesse de protéger, elle enferme. Et il y a un visage que ce système use plus que les autres. Celui des femmes. Dans beaucoup de contextes africains, la femme est le pilier. On attend d'elle qu'elle gère les enfants, le foyer, la réputation, les conflits, parfois l'argent, parfois tout. La femme forte est une figure admirée. Mais c'est aussi une injonction, une assignation et un piège doré. Sa fatigue mentale est invisibilisée parce qu'elle est considérée comme normale, comme le prix à payer pour tenir debout ceux qui l'entourent. Et quand une femme craque, elle est jugée plus durement parce qu'elle mettait tout le monde debout. Beaucoup de femmes tiennent jusqu'au moment où le corps parle à leur place. Insomnie, douleur chronique, crise, effondrement. Le corps finit toujours par dire ce que la bouche n'a pas eu le droit de formuler. Et quand le pilier s'effondre, c'est toute la structure qui repose sur du vide. Mais il se passe quelque chose. Une génération de femmes et d'hommes commence à poser des mots là où il n'y a eu que de bruit blanc. Anxiété, trauma, burn-out, dépression. Et pour beaucoup de parents, ces mots sonnent comme une menace. Parce que reconnaître ta souffrance, c'est regarder en face ce qu'eux-mêmes ont enduré sans jamais le nommer. Ça réveille des histoires entières, des violences banalisées, des humiliations avalées, des traumas transmis de génération en génération comme un héritage qu'on n'a jamais ouvert. Alors parfois, le déni gagne parce que le déni protège l'ordre. La parole, elle, peut tout faire trembler. Je veux poser tout ça dans un lieu, la Guinée, parce que ceux qui s'y jouent concentrent tout ce dont on parle. Et aussi parce que c'est là d'où je viens. 5 psychiatres pour plus de 12 millions de personnes, pas de budget gouvernemental dédié à la santé mentale, pas de formation spécialisée locale. En Guinée, la thérapie n'est pas seulement tabou, elle est indisponible. Et ce pays porte des blessures collectives immenses. Le massacre du 28 septembre 2009, l'épidémie d'Ebola,
Entre autres, des études documentent ce que tout le monde sait déjà sur le terrain: dépression, anxiété, stress post-traumatique chez des populations entières. L'UNICEF a déployé du soutien psychosocial pour les enfants pendant ces crises, parce que les enfants, eux, ne savent pas encore cacher. Et quand une société traverse des traumatismes de cette ampleur sans système pour les traiter, la souffrance ne disparaît pas, elle se redistribue dans la famille, dans la violence, dans l'exil, celui du pays ou celui de soi-même. Et pourtant, la Guinée bouge. Les diasporas parlent, Internet ouvre des brèches, des jeunes professionnels créent des espaces, une parole s'ouvre, lente, fragile, mais réelle. D'ailleurs, j'ai créé une plateforme qui s'appelle Parole Lab. C'est une plateforme qui met des mots sur ce qu'on a vu depuis des décennies et des décennies. Je vous invite à aller le parcourir. Partout en Afrique, dans les diasporas, quelque chose se déplace. Des psychologues afrodescendants prennent la parole, des podcasts brisent des silences, des témoignages circulent, des initiatives communautaires naissent. Ce qui était indicible devient lentement visible. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais cette parole reste souvent conditionnelle. Tu peux parler de santé mentale dans ta famille, tant que ça ne remet pas en cause l'ordre établi, tant que ça ne ressemble pas à une accusation, tant que ça reste gérable. On accepte les mots, on ne change pas toujours les réflexes. Et c'est là que se joue la vraie bataille. Une bataille d'espace, d'accès aux soins, de cultures qui apprennent que demander de l'aide n'est pas une trahison. C'est un acte de courage. Nos cultures ont construit des modèles puissants de résilience. C'est vrai, c'est réel, ça mérite du respect. Mais parfois, ces modèles ont confondu force et silence, dignité et retenue, stabilité et santé. La modernité nous place face à une exigence, ne plus seulement survivre, comprendre ce qu'on porte, apprendre à le réparer, non pas en reniant nos cultures, mais en les faisant vivre. Parce qu'une culture vivante ne répète pas les mêmes silences. Elle garde ses valeurs et elle cesse de sacrifier ses gens. Nos parents ont appris à survivre. Notre génération doit apprendre à guérir sans honte, sans trahir et surtout sans se perdre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, je vous remercie du fond du cœur. J'espère que d'une certaine façon, ça vous aura fait comprendre quelque chose ou vous aura aidé à mettre des mots sur des choses qui n'étaient pas forcément évidentes. Et surtout, j'espère que ça aidera à ouvrir la parole. Je sais que c'était pas forcément évident et je vous remercie d'être venu jusqu'à la fin, de continuer à me soutenir. Si vous êtes là, suivez-moi, abonnez-vous. Et comme je l'ai dit précédemment, j'ai ma plateforme qui s'appelle Parole Lab. J'ai un site internet qui vient tout juste de se lancer. Il y a des articles, il y a aussi le compte Instagram, il y a aussi le podcast qui est beaucoup moins alimenté, mais que j'essaye de faire évoluer. Et je vous remercie, merci pour le soutien, merci d'être venu jusqu'ici, merci pour cette communauté qu'on est en train de bâtir. Et suivez-moi, restez. Et j'espère que tout ça nous mènera à des choses encore plus grandes. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, vivez la vie, profitez de chaque seconde. Et surtout, il faut savoir que ce que vous ressentez est tout à fait légitime et c'est tout à fait normal de ressentir certaines choses parfois, de se sentir mal et surtout normaliser le fait d'aller voir des professionnels de santé qui sont formés pour ça. Et entre-temps, prenez soin de vous.